Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlez-vous public proposée par VK en partenariat avec la Casden Banque Populaire, la banque coopérative de la fonction publique. Une émission dont le principe est simple, un thème, 2 invités et 4 questions. Et le thème que nous avons choisi pour cette émission est celui de l'attractivité de la fonction publique territoriale, des freins qu'elle rencontre, mais aussi des arguments dont elle dispose. Nous nous intéresserons avec nos invités à l'effet de la crise sanitaire sur cette attractivité, à la question importante en la matière de la communication et à cette forme d'incapacité, je dirais, de la fonction publique à parfois communiquer sur elle-même, à donner envie. Nous nous arrêterons sur l'importance de l'information et de son rôle stratégique et nous nous intéresserons bien sûr au process de recrutement, domaine dans lequel la fonction publique a parfois quelques marges de progression. Et pour en parler, 2 invités de qualité. Je n'en dirai pas plus pour ne pas leur mettre une pression excessive, ni laisser croire que d'autres n'auraient pas pu intervenir, mais tout de même, je suis très heureux de vous accueillir et m'empresse de vous présenter. France Burgy, après plusieurs postes de direction générale dans des grandes collectivités et en agence de développement économique, vous êtes aujourd'hui directrice générale du CNFPT, établissement qui a produit il y a quelques mois un panorama statistique des métiers territoriaux. Un panorama qui montre, s'il en était besoin, la richesse des métiers et des parcours que propose la fonction publique territoriale. Mathilde Icard, après avoir été notamment DRH en collectivité, vous êtes aujourd'hui DGS du Centre de gestion de la fonction publique du Nord et présidente de l'association des DRH des grandes collectivités et co-auteur d'un rapport qui a été remis il y a peu de temps au gouvernement, précisément sur le thème de l'attractivité. Voilà, je me tourne vers vous, France Burgy. Nous avons vécu une période de crise sanitaire. D'autres crises sont à prévoir et c'est vrai que certaines ont déjà commencé. Je pense notamment à l'inflation et son impact sur les plus petites rémunérations. Quelles sont selon vous les conséquences de cette période d'incertitude sur l'attractivité des collectivités locales et sur la fonction publique territoriale dans son ensemble ? Alors, la crise sanitaire a été particulièrement impactante dans les modes de travail de la fonction publique territoriale. Et je pense que c'est sans doute là que les interrogations ont été les plus fortes de la part des fonctionnaires par rapport à ce qu'ils avaient pu vivre avant la crise et ce qu'ils vivaient pendant la crise. Et notamment en matière d'autonomie, en matière de travail à distance, en matière de leur propre organisation de travail, où ils ont trouvé des marges qu'ils n'avaient pas forcément vues auparavant. Dès lors, ils se sont interrogés, pour grande partie d'entre eux, en tout cas c'est ce qu'ils nous remontent, puisque nous voyons passer 1 million de stagiaires par an au CNFPT, et ils nous traduisent les mêmes aspirations, qui sont d'ailleurs intergénérationnelles, qu'on peut avoir dans le secteur privé ou autre. On voit apparaître aujourd'hui des choix clairs en matière de travail qui sont dictés par une aspiration à ce que leur vie personnelle prenne pleinement place dans leur organisation et que le travail s'adapte à leurs aspirations, tant en quête de sens, en quête d'organisation et d'équilibre avec leur vie familiale. Ce qui veut dire que, par exemple, sur des métiers de services de proximité, qui introduisent peu une notion de télétravail, on va avoir une désaffection de plus en plus importante par rapport à ces contraintes qui ne sont pas forcément compensables monétairement. Et c'est une première question qui nous est posée. En ce qui concerne leur quête de sens, avec une incertitude assez forte au niveau politique qui va se traduire par des programmes un petit peu moins clairs dans les politiques publiques, ou des élus qui parfois sont plus réactionnels et moins projetés sur une trajectoire, on va entendre plus d'interrogations sur le sens, sur l'utilité exacte, sur leur valeur ajoutée, et une revendication importante à ce que chacune des tâches qui leur est affectée ait réellement une valeur ajoutée par rapport à l'usager. Donc ça interroge fortement les managers qui sont mis un peu sous pression par rapport à ça, parce que parfois, pour certains, il y a eu l'idée que c'était une crise, c'est-à-dire quelque chose qui allait passer et pour lequel on allait revenir à l'état initial. Or, ce qui est aujourd'hui a bien impacté pour tout notre système, c'est que ce n'est pas une crise, on est sur un effet de transition, un effet de transition majeur en matière de rapport au travail et que nous devons prendre en compte dans le cadre de cette attractivité, mais aussi dans le cadre de notre rapport à l'usager ou dans l'expression de nos politiques publiques.
Donc ça, c'est un premier facteur très important. Là-dessus, il est venu s'ajouter une reprise économique très très forte, où un plein emploi est venu bousculer aussi des possibilités. Et là, on voit des interrogations qu'on n'aurait pas forcément pu voir apparaître il y a quelques années sur, finalement, est-ce que je ne vais pas voir dans un autre milieu que le service public si je ne peux pas avoir une valeur ajoutée ? Et je vais peut-être y trouver les mêmes choses que j'étais venue chercher dans le service public, avec un peu plus d'initiatives possibles ou de latitude, etc. Et on voit un certain nombre de personnes partir vers le milieu associatif, vers des entreprises qui affichent des valeurs de RES, etc. Et cette envie de passer d'un monde à l'autre est quelque chose d'assez nouveau aussi. Ce que vous dites par là, ce qu'on comprend par là, c'est qu'il y a la fonction publique, dans son ensemble, je dirais, n'a plus, je dirais, le monopole des valeurs et du sens comme il avait à une époque, et que c'est en train de glisser peut-être vers d'autres secteurs qui d'ailleurs peut-être communiquent mieux. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire est-ce que c'est un problème de communication, on y viendra tout à l'heure, ou c'est réellement un problème d'incarnation de ces valeurs. Parce que, évidemment, moi, à mon niveau, je suis persuadée que l'incarnation de ces valeurs, elle est plus réelle que jamais, mais peut-être qu'on sait moins bien l'exprimer, et puis la défiance démocratique assez forte vis-à-vis des élus, qui s'exprime aussi maintenant vis-à-vis des élus locaux, quelque chose qu'on avait moins dans les dernières années, fait que ça rejaillit sur l'attractivité des métiers et sur l'envie d'aller collaborer avec des personnes qui font malheureusement parfois l'objet de critiques qui ne sont pas forcément très fondées. J'entendais il n'y a pas très longtemps Damien Zerlandi, qui est président de l'Accordé, qui, sur le thème de la diversité dans le recrutement des collectivités locales, disait que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de refus des institutions, et vous parlez des élus, mais je veux dire d'une certaine manière, c'est le paysage institutionnel, et que cette forme de refus provoque aussi cette désaffection. Je pense que, alors sans doute, oui, mais est-ce qu'on peut refuser quelque chose qu'on ne connaît pas ? Oui, c'est toute la question. Parce que je pense qu'au-delà de ça, il y a quand même d'abord et avant tout un problème majeur de méconnaissance, simplement déjà des métiers, de ce qu'on y fait, etc. Et dessus vient s'ajouter peut-être ce refus de l'institution. Mais pour ce qui est de la collectivité locale, je pense qu'on est plus sur un sujet d'amalgame, peut-être avec l'État ou avec des choses qui sont vraiment refusées fortes en termes d'institution, qu'un réel refus de l'institution. L'adhésion au maire, par exemple, des communes reste pleine et entière, etc. Donc je pense que c'est plutôt un problème de méchant mélange de tout ça et que nous avons tout intérêt à bien montrer la différence, finalement, de fonctionnement des écosystèmes territoriaux avec peut-être ce qu'on peut reprocher à des institutions décrochées du réel, puisque c'est un peu ça, quand même, le reproche qui leur est fait. Et qu'on ne peut pas, si on regarde objectivement les faits, opposé à la majorité des écosystèmes dans les territoires français. Mathilde Icard, sur ce sujet de l'incertitude, sur les derniers mots de France, décrochés du réel. Oui, je pense aussi, en vous écoutant, à une enquête qui a été lancée au moment de la crise, il me semble, enfin quelques mois après, par la CASDEN, sur le point de vue des fonctionnaires, sur tout ce qu'ils avaient vécu. Et on retrouve ce que disait France Burgi sur la question du sens. Moi, ce qui m'avait frappé aussi, c'est le pessimisme, enfin la vision des agents publics sur leur propre fonction publique. Et ça, ça doit faire l'objet de discussion, puisque quand les personnes elles-mêmes se sentent plus soutenues par les usagers, ça oui, on peut y revenir, mais par un collectif global, par des institutions, ça interroge. Donc ça a renvoyé quand même quelque chose d'important. D'autant plus que, si je peux me permettre de vous couper, que les agents sont quand même les meilleurs ambassadeurs Exactement. C'est ça. Et comme on n'a pas été dans une parenthèse, mais dans une période révélatrice, accélératrice, il faut qu'on puisse utiliser ce sujet-là. Et à l'inverse, du point de vue des usagers, moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a une certitude qui est que
les métiers de la fonction publique et la fonction publique territoriale sont des métiers essentiels. Et ils sont devenus plus visibles dans cette période-là, en tout cas ceux des services directs à la population et des services essentiels, et qu'on doit pouvoir utiliser cette période aussi pour communiquer. France Burgi a parlé de communication, pour communiquer sur ces sujets. Ce que je retiens aussi, c'est comment le management dans des systèmes plus libérés du fait de la crise est sorti renforcé. Des sujets qui se sont traduits beaucoup plus, qui ont été résolus dans des circuits courts. Concrètement, il fallait du jour au lendemain trouver des solutions. Les managers qui sont plutôt descendus sur les problèmes plutôt que d'être dans des logiques top-down comme on peut imaginer la fonction publique jusqu'alors. Et ça, c'est aussi quelque chose de positif sur lequel il faut qu'on travaille et qu'on communique aussi. Alors, on a commencé déjà à parler de communication. C'est un des sujets qu'on a abordé. Pourquoi est-ce que c'est une drôle de question, mais pourquoi la fonction publique a tant de mal à écrire son propre récit, à communiquer et je dirais de manière un peu décomplexée, quoi. Je parlais de la formule de donner envie, alors que les arguments objectifs, vous savez mieux que moi qu'ils existent. On a parfois le sentiment qu'il y a une habitude qui est prise et que petit à petit, le service public dans son ensemble est relégué à un ensemble d'acquis, comme une espèce de toile de fond familière, et que c'est normal, quoi. Voilà. Sauf que derrière, il y a des hommes, des femmes et des métiers. France. Alors, je pense qu'il faut interroger la façon dont les collectivités locales portent leur propre communication. Il est relativement récent que la communication externe des collectivités locales se préoccupe de la communication qu'on appelle aujourd'hui marque employeur, quelque part. Pendant des années et des années, la communication des élus locaux tournait autour de leur réalisation concrète, des politiques publiques qu'ils menaient, et quand ils mettaient des agents en scène, entre guillemets, c'était pour illustrer l'action qu'ils menaient, et c'est tout. Et en général, on ne donne pas tellement la parole, ça ne se fait pas. Le devoir de réserve du fonctionnaire dans le milieu territorial est quelque chose de particulièrement développé, si je peux me permettre. On va rarement envoyer des personnes travaillant dans la collectivité répondre à des demandes de la presse, etc., sur des sujets. Et dès lors qu'on ne les fait pas parler, qu'ils ne prennent pas parole, ils n'ont pas d'existence forcément pour l'usager en tant que représentant d'un métier, représentant d'un sens donné à quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils les croisent tous les jours qu'ils peuvent pleinement impacter la valeur ajoutée de ces agents dans le service public. On voit aujourd'hui apparaître des tentatives dans un certain nombre de collectivités, et peut-être poussées par des soucis d'attractivité, mais c'est pas grave, de revenir sur ce sujet et de faire davantage parler ceux qui font le service public, plutôt tout le temps que d'entendre ceux qui sont élus pour représenter les citoyens. Il y a quelque chose de différent dans ces deux types de communication et il faut réussir à le relier. La deuxième difficulté aussi du milieu public local, et ça aussi c'est en train de changer, on a des initiatives conjointes entre représentants territoriaux, c'est qu'il faut qu'on arrive à parler globalement du service rendu localement et qu'on fasse entendre une voix. On parle aujourd'hui d'avoir réellement une marque qui veuille dire ce que c'est d'être employeur local, mais on en est encore au début. Et on est au début parce qu'on a un très très grand éclatement. On a 40 000 employeurs locaux, c'est énorme. Et donc chacun a sa façon de voir les choses, un type de collectivité. Il y a quand même notre millefeuille aussi qui amène un certain nombre de raisonnements différents. Et je pense que si on veut vraiment porter la fonction publique locale à un niveau de communication et de compréhension de ceux qui peuvent la rejoindre ou simplement de ceux qui en bénéficient, il faut qu'on arrive à trouver les moyens de communiquer d'une seule voix pour que ça soit audible et bien interfacé, comme je le disais tout à l'heure, avec l'expression de communication sur les politiques publiques elles-mêmes. Oui, parce que
la communication a horreur du vide, si je puis dire. Donc, si jamais la fonction publique territoriale dans son ensemble ne communique pas, il y en a d'autres qui s'en chargeront. On peut assister à certaines émissions aujourd'hui où il n'y a pas véritablement de représentants de la fonction publique territoriale en l'occurrence, et où d'autres personnes, je ne nommerai pas, mais qui font partie de think tanks plus libéraux, parlent avec beaucoup de chiffres d'ailleurs, du service public local, et font passer des messages qui, à mon avis, ont des impacts aussi sur l'attractivité. Je ne sais pas ce que vous en pensez l'une comme l'autre. Tout à fait. Et d'ailleurs, par exemple, nous, CNFPT, nous sommes souvent interpellés par de la presse, médias, TV, etc., qui veut faire reportage sur. Et parce que c'est facile, on appelle chez nous. Ce que je remarque, c'est que on est beaucoup plus interpellé pour faire des reportages pour dire que les choses ne vont pas bien que pour... voilà. Sûr. Et donc, ça va un peu dans cette idée de venir, encore une fois, attaquer un service qui est mal rendu. On ne vient pas chercher de la communication pour expliquer comment les personnes vont assurer ce service. Dès lors, ça ne leur donne pas forcément envie de parler et de se raconter non plus. Parce qu'il y a aussi la crainte d'être utilisé à des fins négatives sur la qualité du service rendu. Donc ça aussi, ça joue beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut y aller groupé, parce que sinon, si chacun essaye de communiquer, c'est vite lié aux politiques et à ce que l'agent pourrait avoir finalement comme conséquence d'avoir communiqué pas très très bien sur tel ou tel sujet. Sur ce sujet, Mathilde, en préparant cette émission, vous évoquiez la notion d'incarnation. Et puis peut-être aussi vous questionnez sur je dirais la manière peut-être un peu gestionnaire que les élus ont eu jusqu'à maintenant de gérer les politiques RH dans les collectivités. Oui, vous parliez de récit de la fonction publique. Déjà, rien que ça, c'est compliqué de pouvoir y répondre parce que c'est quoi la fonction publique ? Moi, je partage ce point de vue. La fonction publique, ça renvoie à une idée d'unité aussi des trois fonctions publiques, l'État, la territoriale, l'hospitalière. Dans le rapport auquel j'ai contribué aux côtés de Philippe Laurent et Corinne Desforges, il y avait une préconisation de travailler aussi sur une marque service public qui unit justement ces trois fonctions publiques et puis ensuite de trouver comment communiquer et décliner pour ce qui nous concerne sur la fonction publique territoriale. Et ça passe dans les propositions par un rôle d'une gouvernance solide des employeurs territoriaux qui vont pouvoir communiquer d'une seule voix malgré les pluralités, malgré les spécificités des territoires sur la fonction publique territoriale, déjà pour donner envie à rejoindre cette fonction publique territoriale. En même temps, ce qui nous était dit dans les auditions, c'est que il y a potentiellement aussi autant de fonctions publiques territoriales que de territoires. Il y a le principe de la libre administration, la vision d'un secrétaire de mairie ou d'une secrétaire de mairie et d'un directeur juridique, c'est pas la même sur la fonction publique territoriale. Donc tout ça, ça doit pouvoir s'articuler. Le point de liaison sur tous ces sujets, c'est ce que vous disiez, c'est la question de l'incarnation, et là sur lequel je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Dans les auditions, on a cherché à comprendre aussi le point de vue des jeunes au travers d'enquêtes, au travers aussi de parcours qui nous ont été transmis par des jeunes, des difficultés qu'ils avaient et de leur point de vue, leurs étonnements. Et ce qui nous a été dit, c'est que ce qu'ils recherchent, alors je dis eux parce que je me sens moins jeune, en tout cas ils me renvoyaient l'idée que j'étais plus tout à fait aussi jeune qu'eux. Ce qu'ils recherchent, c'est de pouvoir comprendre pourquoi ça serait intéressant de rejoindre la fonction publique territoriale et la collectivité ou telle collectivité. Il y a ce qui relève du projet politique, enfin de la vision globale, ensuite du projet politique plus local qui est porté par l'élu, par l'exécutif. Donc là, il y a déjà un aspect d'incarnation qui est important. L'élu qui incarne plutôt
dans son rapport aux citoyens, aux usagers. Et puis il y a ensuite les absents, France Burger les a cités, c'est-à-dire les agents et puis la direction générale, le directeur général, qui ne prennent jamais la parole. Certains cabinets de recrutement nous ont dit « mais nous, on propose de faire des petites vidéos, on propose de trouver d'autres façons de communiquer » et en s'appuyant sur ce principe de devoir de réserve et du fait que ces personnes-là sont plutôt des personnes de l'ombre, ça ne suit pas. Donc, si on continue comme ça, on sait qu'on ne recrutera pas les personnes qu'on souhaiterait voir venir dans la fonction publique. Donc, il vaut mieux quand même commencer à travailler sur ce sujet d'incarnation. Et ce qui est revenu aussi beaucoup, c'est des choses très, très concrètes également de à quoi ressemble un service public. Parce que moi, ma vision que je peux avoir du service public, elle est forcément tronquée dans mes usages. Le service public, il est multiple. Et ça, c'est tout un enjeu énorme de communication, d'autant plus que les métiers de la territoriale, on s'en est rendu compte dans les enquêtes, on le savait déjà beaucoup, sont totalement méconnus du grand public. Je reviens sur une enquête qui a été faite avec la DITP en direction des jeunes qui n'étaient pas venus à la fonction publique territoriale. Ça nous intéressait de comprendre aussi pourquoi ils ne venaient pas à nous. Quand on leur demande donnez-nous des exemples de compétences et de compétences des collectivités, ce qui est répondu, c'est ce que connaissent les jeunes, ce sont les espaces verts, ils l'associent aux collectivités, le périscolaire et un petit peu les EHPAD et le portage à domicile. Donc en fait, leur vision des métiers de la territoriale, c'est ce qu'ils ont vécu eux comme écoliers, collégiens, comme citoyens, comme jeunes citoyens. Voilà, dans leur propre usage et puis en voyant leurs grands-parents aidés par le CCAS ou dans un EHPAD. Donc forcément, c'est une vision tronquée. Donc ça, c'est tout l'enjeu de la communication. Est-ce que dans la communication, justement, plutôt que de... Enfin, même s'il faut le faire, communiquer sur la diversité des métiers, l'idée de communiquer sur les évolutions, la carrière qu'on peut mener, ce qui d'ailleurs, en plus, on parlera tout à l'heure du recrutement, mais ne ressort pas tellement dans une offre d'emploi moyenne qu'on peut retrouver aujourd'hui, ou qui sont un peu statiques. Alors, ne ressort jamais. Il y a même eu des tests, enfin ceux qui sont intéressés peuvent lire dans le rapport qui est téléchargeable. Je fais un petit peu de pub, c'est un rapport public, on a travaillé pour que ça serve à tous. Il fallait que ce soit dit, quand même. Voilà, il y a eu des tests sur des offres d'emploi et justement cette question des promesses ou des perspectives de carrière, les personnes et les jeunes en particulier, ils sont très attachés. Et ça, on ne le développe pas du tout, alors que notre modèle de la fonction publique, c'est le modèle par excellence quand même d'évolution de carrière, de possibilité de changement de métier. Donc c'est une valeur qu'on ne met pas assez en avant et qu'il faut pouvoir aussi partager amplement. Alors, un des arguments d'attractivité, c'est la formation. On l'entend souvent dans des entreprises privées qui jouent beaucoup sur cet argument-là. Elle est importante dans la fonction publique territoriale. Enfin, évidemment, je parle à l'experte, mais est-ce qu'elle est véritablement aujourd'hui un outil d'attractivité et de fidélisation ? Alors, je pense que aujourd'hui, elle est un outil de fidélisation. Elle n'est peut-être pas, à mon sens, un outil d'attractivité. Alors, pourquoi de fidélisation ? Déjà, faut savoir que, par exemple, nous, au CNFPT, nous formons 70% de nos stagiaires, ce sont des agents de catégorie C, donc qui sont rentrés avec un bagage limité sur une grille salariale pas forcément favorable. Et nous avons vraiment de très belles réussites. Nous avons certaines communes qui ont fait des analyses et qui ont 30% de illettrés dans leur catégorie, c'est 40%. Donc avec des personnes qui sont en grand échec scolaire au départ, qui viennent sur des métiers d'entretien, qui viennent sur des métiers où il n'y a aucune qualification de départ. Et là, on voit vraiment que sur ces populations-là, il y a un effet fidélisation très fort, énormément de gratitude
On a des témoignages de reconnaissance, ils le font savoir, parce que c'est presque une réconciliation avec l'éducation nationale. Voilà, on le voit d'ailleurs. Oui, qui n'est peut-être pas leur meilleur souvenir. Qui est leur plus mauvais souvenir. On a des personnes qui viennent la première fois en stage chez nous, ils repèrent le dimanche la porte, tellement ils ont peur d'être en retard le lundi, et je vous assure que j'exagère pas. Et pour nous, c'est notre fierté aussi de faire évoluer ces compétences-là. Donc là, on a un vrai outil fidélisation. On en parlera peut-être aussi sur les transitions professionnelles, les changements de métier. Il faut qu'on ait sur tous ces bas salaires, dès le début, avec les services des ressources humaines, une vraie approche dans la durée, parce qu'ils vont acquérir des compétences tout au long de leur carrière. Et là, j'en viens au partenariat que nous, on cherche à avoir et qui n'est pas encore au niveau où on devrait l'avoir. Et on a tout à travailler chez nous au CLFPT avec les employeurs sur ces sujets de fidélisation, à savoir, aujourd'hui, il ne faut pas se préoccuper d'attendre qu'un Reaper ait fait 15 ans derrière son camion pour commencer à le former. Il faut, le jour où on le recrute à 20 ans, le faire démarrer sur un parcours de formation. Et là, on va avoir des vrais effets fidélisation, changement de carrière. Et parce que, puisqu'on a un problème d'attractivité, commençons par faire tout pour garder ce qu'on a et les faire monter en compétences. C'est la première chose. Les entreprises travaillent aussi sur ces sujets-là. Et je crois qu'on n'est pas encore au bout de ce qu'on peut faire. Je pense que on le fait beaucoup avec les centres de gestion. Le sujet des conseillers en évolution professionnelle dans les collectivités locales est encore un sujet qui n'est pas développé comme il pourrait l'être. Et je crois que ça, c'est un facteur très fort de fidélisation et ça deviendra un facteur d'attractivité dès lors que ça sera bien organisé et qu'on pourra le mettre en place. Après, je dirais que sur une génération de talents bien formés, l'aspect formation est sans doute pas ce qu'ils viennent chercher en premier. Ce que je remarque, moi, lorsqu'ils viennent dans les manifestations qu'on organise, ce qu'ils viennent chercher, c'est la communauté de pairs. Ça, c'est quelque chose de très important et à travers les actions de formation innovantes, on va pouvoir développer les interactions entre professionnels de même métier, parce qu'il y a aussi ce petit sujet de la solitude dans les collectivités sur un certain nombre de métiers. Et ce qui fait la force de la territoriale, c'est ces communautés de pairs qui s'entraident, qui se passent des trucs, qui, d'un bout à l'autre de la France en plus, collaborent entre eux. Et ça, c'est un outil très fort d'attractivité sur lequel je pense qu'on devra travailler notre communication. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire en termes de co-développement, de cercle d'apprentissage, d'innovation publique collaborative est extrêmement apprécié. Et on a sans doute beaucoup plus d'espace de liberté pour faire tout ça qu'on peut en avoir dans une entreprise privée, mais c'est encore très méconnu. Et en plus, ça donne une image quand même, je dirais, plus adaptée à ce qu'on disait en début de discussion entre nous, capacité d'initiative, trouver du sens, etc., d'être là à chercher des solutions entre pairs. Donc voilà, je pense qu'il faut, nous aussi au CFPT, on est en train de rechercher un modèle où on ne soit pas à faire de la formation qui donne des transferts de savoir, un peu de nature verticale, pas plus que... Il faut absolument réinterroger nos modes de management territoriaux, mais nous, on réinterroge notre mode de formation et qu'on ait aussi une réponse qui soit de nature d'aider les individus à apprendre tout au long de leur vie, ce qui leur permettra de bouger, de changer, de partir de la territoriale pendant 5 ans dans une association, mais d'y revenir, parce qu'on aura fait marcher la boîte à souvenirs, et que du coup, ils se diront, mais là, il y a un système qui, franchement, me permet d'apprendre avec les autres. Parce que de toute façon, les individus, ils apprennent à 70% par eux-mêmes dans les rencontres qu'ils font. Et c'est ça qu'on essaye d'investir aujourd'hui dans la formation. Alors, il y a des mots que vous avez prononcés, qui sont les mots employeur et les mots management. Déjà, pour ceux qui nous écoutent, la dualité, la notion d'employeur dans une collectivité locale n'est pas forcément quelque chose de simple. Et il semblerait quand même qu'une formation doit faire partie d'une stratégie globale de formation. Ça inclut à la fois la formation au management et la volonté de savoir qui est l'interlocuteur dans la collectivité de la formation, notamment sur la formation au management. Ouais, sur le management, souvent, ce qu'on entend, c'est que notre système de management est
est plutôt vieillot. Moi, je pense quand même qu'il y a eu des progrès, enfin, je le constate depuis, ça ne fait que 18 ans que je suis dans la fonction publique territoriale, mais qu'il y a eu des progrès énormes, et grâce notamment au système de formation mis en place par le CNFPT. Chaque agent peut, grâce à notre modèle, sous réserve que les employeurs acceptent, s'arrangent pour libérer les équipes, elles peuvent se former, elles peuvent évoluer. Donc ça, c'est un beau modèle. Par contre, ce qui est un peu étonnant, et ça, c'est ce sur quoi on a souhaité attirer l'attention au sein de l'association des DRH des grandes collectivités, c'est que les formations au management, en tant que telles, ne sont pas obligatoires. Les formations aux prises de poste, elles sont obligatoires, ça c'est sûr, mais par contre, avoir une logique de formation au management, même si dans les faits, c'est fait, et les employeurs et surtout les grands se mobilisent sur le sujet, mais aujourd'hui, rien ne garantit que tout manager puisse activer un droit à la formation managériale sous toute forme, que ce soit des communautés apprenantes, soit de la formation théorique. Donc ça, pour nous, au sein de l'association, c'est un sujet qu'on souhaite porter parce que ça nous semble essentiel pour que le management soit encore plus fort et surtout qu'il y ait une égalité d'accès à la formation sur cette question-là. Ce qu'on a vu aussi au travers de la mission, c'est la question des concours. Un mot dont les jeunes justement nous disaient, mais en fait concours c'est quand même pas très attractif comme terme. En effet, c'est vrai que ça donne pas trop envie, ça donne cette idée aussi de compétition qui correspond pas trop aux enjeux du moment. Mais cela dit, sur la question des concours, c'est aussi comment on évalue les aspirations, les capacités managériales dans ce beau système républicain que constituent les concours. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça fait partie aussi des préconisations de ce rapport sur l'attractivité. Prenons par exemple les concours d'attachés ou d'ingénieurs. Il n'y a pas d'épreuve liée au management. Alors après, faut pas, là, c'est un point de vue personnel, faut pas s'étonner qu'on se plaigne de ne pas avoir de lauréats capés en management ou intéressés en management et qu'on aille les chercher sous contrat et dans le privé. Donc là, c'est aussi comment en fait, on arrive à construire tout un système pour que notre management soit encore plus renforcé, sachant qu'il est déjà à bon niveau et qu'on ait toujours une fonction publique que le service public mérite. Juste un mot peut-être, Franck, sur la notion de stratégie de formation de la part des dirigeants publics. Alors, le sujet, il est que, à notre sens, et ça fait partie de ce qu'on veut développer dans le cadre de notre programme pluriannuel, c'est que aujourd'hui, la stratégie de formation, elle n'est pas portée par l'employeur, l'élu. Très très rarement, on va avoir des discussions de cette nature avec des élus. Elle va être portée au mieux par le dirigeant, mais très souvent par les services des ressources humaines, voire carrément le responsable formation. Et je mets un petit peu les pieds dans le plat, mais il y a encore trop de collectivités où la discussion, j'ai été moi-même DGS, du DG et de ses élus consiste à discuter des aspects de gestion du personnel, d'ailleurs je dis carrément gestion du personnel, et non pas d'investissement sur la valeur humaine des collaborateurs. Cette réflexion-là, et donc il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe aussi au niveau de la discussion avec les élus sur ce point, parce que les dirigeants d'entreprise, c'est ce qu'ils mettent en premier dans leur stratégie d'entreprise, c'est le développement du capital humain. Est absolument premier, et c'est le patron, le PDG qui va s'en occuper lui-même. Nous, aujourd'hui, on n'est pas à ce stade. On le voit sur la formation, on le voit quand on a voulu discuter apprentissage, enfin sur plein de sujets. Et je pense que là, on n'est pas encore au bout, et il faut aller chercher les élus et les dirigeants, les DGS, sur ce sujet-là d'investissement de longue durée dans la valeur humaine de leurs équipes. C'est pas une affaire de spécialistes, à mon sens. Ça fait pleinement partie de la réussite, je dirais presque du marketing territorial de la collectivité, quand on parlera recrutement tout à l'heure. Si ce n'est pas clairement incarné, il faudrait que, par rapport à ce que disait tout à l'heure Mathilde, de façon fort intéressante, faire des petites vidéos pour recruter, etc., eh bien, il faudrait que les dirigeants puissent parler
politique de ressources humaines puissent parler développement, puissent dire quelle est la trajectoire qu'ils souhaitent pour leur personnel dans leur collectivité. Et ça, je veux pas beaucoup d'exemples là-dessus. Et c'est aussi là-dessus qu'on veut travailler. Sortir le sujet de la formation du spécialiste de la formation de la collectivité. Alors, merci pour la transition sur le recrutement. Il y a une pendule qui me rappelle que le temps passe très rapidement, donc on va essayer d'être un tout petit peu bref, malheureusement, sur cette partie qui est aussi importante, évidemment, quoi. Sur, je dirais, l'amélioration et la modernisation des modes de recrutement. C'est vrai qu'on a parfois, par expérience ou par des discussions à droite à gauche avec des recruteurs, l'impression qu'il y a un problème dans le temps du recrutement, la durée, et puis la manière dont il est réparti. Et puis parfois aussi même dans la définition très clairement du besoin lui-même. On avait évoqué ça, Mathilde, en préparant cette émission, peut-être. Oui. Vous d'abord. Combien de fois, moi-même, j'ai contribué à ça comme DRH, où dans des périodes de tension, finalement, la période en amont de on va t'ouvrir le poste ou pas, c'est une période compliquée, longue. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans ça. Et finalement, du coup, au moment où il y a la validation qui arrive à un moment, il faut lancer le truc, on n'a même pas pensé à refaire la fiche de poste et puis on sort une chose qui est juste incompréhensible, en tout cas je parle pour celles que parfois j'ai publiées, où du coup ça ne donne pas du tout envie en fait de rejoindre la collectivité. Et donc ça c'est pas du temps perdu en fait de travailler sur les profils de poste, les offres d'emploi, et c'est un acte de communication et c'est un acte c'est l'image de la politique de ressources humaines, comme le disait France Burgi, qui va transparaître au travers de ce document. Je pense aussi qu'il faut réfléchir en termes de politique RH aussi à comment on l'articule avec la lutte contre les discriminations et toute la question liée à l'égalité professionnelle. Ça, il faut se poser sur ces sujets-là en se disant est-ce que notre politique de recrutement, elle est en phase avec les objectifs de non-discrimination, d'égalité professionnelle? Jean-François Amadieu, qui est le directeur de l'Observatoire des discriminations situé à Paris 1, lui nous disait il n'y a aucune étude en fait qui objective la question des discriminations dans la fonction publique territoriale. On n'a pas de recul, on n'a pas de testing, on n'a rien qui peut nous faire avancer sur ces sujets-là. Et moi, je pense que c'est important. Vous citiez le président de la Cordée, cette association qui est très impliquée. Le monde associatif est impliqué. Les acteurs institutionnels s'engagent sur les principes, mais après, il faut pouvoir objectiver. Et après, savoir là où on a des failles sur telle ou telle discrimination, on va pouvoir travailler dans les politiques de recrutement sur ces sujets. L'autre point aussi que j'ai observé, c'est peut-être oser recruter autrement, en respectant ces sujets de non-discrimination. Parce que quand on se dit ok, on va juste recruter sur les soft skills, par exemple, ou là, ça peut renvoyer aussi d'autres sujets d'égalité. Mais dans les expériences que j'ai pu voir au travers du Tour de France dans cette mission, c'est par exemple à quel moment vous associez l'équipe. À quel moment parce qu'à un moment, quand même, les gens qui vont être recrutés, ils vont travailler avec des équipes. Et puis les équipes vont accueillir aussi... donc il y a des expériences où, à certains moments, ce n'est pas les équipes qui choisissent leurs collègues ou leurs collaborateurs, mais elles sont associées. Et ça, je trouve que c'est un exemple aussi intéressant. Donc ouvrir les possibilités, faire des journées portes ouvertes, de l'immersion. Et puis il y a un autre beau mode de recrutement que je trouve intéressant pour les jeunes et qui est maintenant beaucoup plus accessible, qui est celui de l'apprentissage. Pouvoir ouvrir ses portes au travers de l'apprentissage et puis ensuite créer des perspectives, si possible, au sein de la fonction publique. C'est vrai que le fait d'associer des équipes, quand les équipes ne sont pas associées, en général, ça donne du travail au coach après qui accompagne les prises de poste. Donc, sur cette question du recrutement et peut-être aussi du temps du recrutement, parce que quand j'en parlais tout à l'heure, il y a aussi le fait que j'ai assisté à 2-3 situations de ce genre, c'est que le temps étant un peu long, on perd des talents qui vont dans le privé ou dans l'associatif ou dans le SS. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a pu dire Mathilde sur ce sujet du recrutement.
souvent, ce qui me frappe parce on travaille encore beaucoup en annonce, hein, et l'annonce égale la fiche de poste. Or, une annonce, c'est pas une fiche de poste. C'est pas, voilà. Il faut donner envie à la personne de venir. C'est-à-dire qu'on va lui dire viens nous rejoindre parce que ce qu'on fait, c'est super. Et on voit beaucoup d'annonces d'autres domaines où les choses sont rédigées comme ça. Dans notre façon traditionnelle de chercher des collaborateurs, on va lui faire la liste des courses de tout ce qu'il doit avoir comme qualité magnifique pour avoir le droit de nous rejoindre. Et je crois que là, si on ne comprend pas que l'esprit a changé, on n'aura personne, parce que c'est déjà tellement, pas décourageant, mais tellement exigeant. En tant que DRH, je pense que vous avez dû vous battre beaucoup de fois en disant mais vous ne trouverez pas le mouton à 5 pattes. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont le choix, qui ont une pluralité de possibilités pour travailler et qui finalement, eux, cherchent l'équipe dans laquelle ils veulent travailler, les valeurs sur lesquelles ils vont pouvoir se déployer et la façon dont on communique sur ces recrutements ne traduit pas encore suffisamment ça, même si ça change aussi, on voit des choses apparaître. Je voulais aussi rajouter qu'il faut changer de nos canaux habituels de recherche. On privilégie encore beaucoup l'annonce traditionnelle sur des supports traditionnels. Or, aujourd'hui, c'est pas le mode de cherche. On ne recherche pas un emploi comme ça. On va presque voir les choses par hasard sur un réseau social ou parce qu'on va voir un article sur une structure qui nous semble intéressante. Du coup, on se dit, tiens, il y a peut-être du travail là-bas. Et je pense que j'ai employé tout à l'heure le terme de marketing territorial, mais je pense qu'il faut appliquer cette notion de marketing territorial dans nos politiques de recrutement, parce que les personnes qui vont venir avoir envie de nous rejoindre, ils vont adopter l'environnement dans son ensemble et pas dire je coche la case 1, 2, 3, 4, 5 de la fiche de poste. Ça n'existe pas. Et puis, je rejoins Mathilde sur l'apprentissage, parce que ça, moi, vraiment, j'y crois énormément dans tous les niveaux. C'est une façon superbe d'aller chercher des jeunes et d'avoir des bons partenariats. On a des CFA qui sont extrêmement... Nous, on travaille avec eux, c'est vraiment extrêmement contributif. Mais là encore, si derrière, on leur met des concours, des façons d'accéder à la fonction publique qui sont compliquées, qui reviennent encore à du scolaire alors qu'ils sont déjà diplômés, etc. Ces apprentis, c'est pas grave, ils trouveront du travail dans des systèmes où c'est moins compliqué de rentrer. On va devoir terminer cette émission. Enfin, moi, vous ayez entendu, je parle à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on a l'impression qu'effectivement, il y a des difficultés, il y a des freins, etc. Mais qu'il y a une envie et des moyens qui se sont donnés pour que les choses évoluent, accélèrent, se modernisent, et que c'est le bon moment pour rejoindre la fonction publique territoriale, pour participer à ce mouvement-là. En tout cas, merci infiniment à toutes les deux. Merci à la Casdette Banque Populaire qui nous a permis de faire cette émission, et puis à bientôt.